Bonjour à toutes et à tous. On va commencer donc par la première paysage linguistique au Japon. Après, donc, il y a partie historique sur l'enseignement du français avant la guerre et après la guerre. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ici présents ont appris le japonais via des expériences de voyager au Japon. Donc, c'est une langue, et si j'insiste un petit peu sur cet aspect linguistique de la langue, c'est pour mettre en valeur l'enseignement du français au Japon également. Alors, c'est une langue isolée en dehors de la famille des langues indo-européennes, effectivement, et le statut du japonais n'est pas clair parce que c'est uniquement l'article des lois sur les tribunaux qui précise le statut. Comme dans les tribunaux, on utilise le japonais. Autrement dit, le japonais n'a pas de statut de langue officielle dans le pays. Et la langue japonaise est constituée de trois écritures différentes. Idéogramme chinois, hiragana, écriture phonétique, katakana, écriture phonétique destinée principalement des mots d'origine étrangère. Alors, et et dans le japonais courant, au moins jusqu'au niveau de l'éducation obligatoire, il faut mémoriser au moins 2536 idéogrammes chinois pour la lecture ordinaire. Donc, pour lire les journaux, tout ça, il faut apprendre au moins plus de 2000 caractères. Et à l'école primaire, c'est à peu près 1000, et à peu près au collège, à peu près 1000. Et ce qui fait que finalement, pour les Japonais, apprendre la langue étrangère, la langue veut dire avant tout la mémorisation. Mémorisation est extrêmement importante parce que si on arrive à apprendre ces mots-là, on n'arrive pas à lire. Donc, la grammaire n'est pas, enfin, je ne dis pas important, mais dans la représentation ordinaire de l'apprentissage des Japonais, c'est la mémorisation qui s'impose. Donc, si vous avez l'occasion de voir dans le futur des étudiants japonais de français et que s'il insiste beaucoup sur l'utilisation du dictionnaire, par exemple, c'est pour mémoriser les choses. Il faut mémoriser avant tout. Ça fait partie de la culture éducative. Alors, ensuite, on va voir un petit peu la diversité linguistique du Japon. Et l'UNESCO relève 8 langues en voie de disparition au Japon. Langue Ainu, langue Hachijo, langue Yaeyama, langue Yonakuni, langue Kunigami, langue d'Okinawa, langue Miyako. Et ces langues ne sont pas l'objet de l'enseignement des langues, sauf Ainu comme matière de langue culture. Alors, ces langues où se trouvent, et Ainu est pratiqué, enfin, on peut dire, a été pratiqué dans le Hokkaido, tout au nord du Japon, et Hachijo, dans une île un peu loin de Tokyo, et le reste sont pratiqués uniquement dans les îles du sud. Et donc, ces langues, malheureusement, ne sont pas l'objet de sauvegarde ni d'enseignement des langues. Et voilà donc, les Japonais ont la tendance de voir le paysage linguistique de manière très monolithique. Donc, dans l'esprit, on dit, ah, au Japon, il n'y a qu'une seule langue, japonais, et il n'y a qu'une seule nation japonaise. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Donc, ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, pour tracer l'histoire de l'enseignement du français, il faut un petit peu remonter à l'époque avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, et avant la Deuxième Guerre mondiale, le Japon, comme en France, l'éducation obligatoire est uniquement à l'école primaire, donc à l'âge de 12 ans. Et à cette époque-là, à l'école primaire, on n'enseignait pas les langues étrangères, effectivement. Donc, les langues étrangères commencent à enseigner à partir du collège, mais le collège était principalement destiné aux garçons. Il y a des écoles des filles, des jeunes filles, mais alors, et que dans l'enseignement, pour ce qui est de l'enseignement de français, ça a été dispensé par les missionnaires français de l'école de l'Étoile du Matin, établissement scolaire créé en 1888 à Tokyo, ensuite Nagasaki également. Cette école professionnelle a été créée par les Français
d'origine alsacienne. Donc, à la fin des années, à la fin du 19e siècle, ils sont venus au Japon pour la mission avant tout. Mais à côté, donc, ils ont créé l'école et ils ont enseigné, ils ont dispensé l'enseignement tout au début en français. Donc, les étudiants japonais, petits japonais, doivent apprendre le français pour acquérir, pour recevoir l'éducation. Ensuite, donc, c'est et en dehors du français, en dehors de cette école du matin, il y avait d'autres écoles religieuses montées par les religieuses françaises. Que dans ces écoles, en principe, c'est pas ces écoles montées par les religieuses sont des écoles des jeunes filles. Là aussi, donc, on a enseigné légèrement le français. Mais en dehors de ces écoles confessionnelles, de mission, très peu d'écoles en fait, ne sont pas développées pour dispenser les cours de langue, ou cours de langue avant tout. Alors, et, alors qu'est-ce qui s'est passé au collège? Donc, c'est la lecture, traduction, dictée, conversation, grammaire et thème pour l'anglais aussi bien que pour la deuxième langue étrangère. Quand je dis la deuxième langue étrangère, ça comprend le français et l'allemand en principe. Et pour ces langues sont enseignées en vue de l'importation de la civilisation européenne. Donc ces langues n'ont que la vocation d'outils d'importation de la civilisation. Et lorsque la guerre commence, 1931, l'enseignement chinois, dans un but, est intégré dans quelques collèges pour, euh, pour des raisons plus fonctionnelles et utilitaires. Donc, à partir de ce moment-là, ces années-là, l'invasion militaire des Japonais en Chine se commence et qu'on a besoin des agents, enfin, des agents qui veulent partir en Chine et que à ce moment-là, la langue étrangère, le chinois en l'occurrence, s'est servi pour un outil de communication, outil de travail avec les Chinois. De même pour l'enseignement du malais, donc l'Indonésie, a été intégré à partir de 1943 dans quelques collèges. Si je dis le collège, ça paraît un peu curieux, mais à l'époque, déjà, le collège fait partie disons, une sorte de préparatif de couche d'élite. Donc, si on fait l'étude au collège, à ce moment-là, les garçons sont partis à l'étranger. C'était bien possible. Donc, c'est pour ça que ces langues asiatiques d'Asie étaient considérées comme un outil de travail, alors que les langues européennes, l'anglais, français et l'allemand, étaient uniquement outils non pas de travail, mais outils d'importation de la civilisation européenne. Donc, il y a d'un côté les langues européennes, plus, disons, nobles et moins fonctionnelles, alors que les langues d'Asie, asiatiques, le chinois et le malais, par exemple, avaient une vocation plus fonctionnelle. Alors, après le lycée, il existait d'autres écoles supérieures qui s'appellent lycée de l'Ancien Régime ou bien lycée impérial, et qui a duré à peu près 50 ans au Japon. Et le lycée était presque la première partie, disons, un sort de premier cycle de l'université, et il n'y avait que 37 lycées dans le monde, tout au Japon, mais il y a quand même deux lycées d'outre-mer, l'un à Taipei en Taïwan et l'autre à Luchuan en Chine, et qui sont devenus, en fait, lycée impérial de Taipei est devenu par la suite lycée, en fait, non, Université nationale de Taïwan par la suite. Et par ailleurs, l'Empire du Japon a construit trois universités dans l'outre-mer, à Séoul, Taipei et もう一つどこだ、oui, Manchurie, je crois. Oui. Alors, dans ces lycées impériaux, programme est divisé en deux parties. Lettres d'un côté, étudiants de lettres, et d'autre part, il y a des étudiants de sciences. Et ces programmes étaient constitués de trois catégories de classes en fonction des langues, anglais, allemand, français. Donc, en dehors de ces langues, ça n'a pas été enseigné. Mais ce qui est quand même caractéristique,
c'est que les étudiants du lycée apprenaient deux langues étrangères, l'anglais plus français, bien l'anglais plus allemand. Et pourtant, par contre, pour ce qui est de l'enseignement de français, il n'y a que 7 lycées seulement sur 37 qui dispensaient les cours de français. Donc la majorité sont des cours de... Enfin, majorité des lycées dispensaient l'enseignement de l'allemand. Pourquoi? Et je vais expliquer tout à l'heure. Mais ces lycées d'élite, uniquement de garçons, dispensaient à raison de 11 heures de cours par semaine, environ pour une première langue étrangère, ainsi qu'environ 5 heures pour la deuxième langue étrangère pendant 3 ans. Ce qui fait qu'au bout de 3 ans, ils apprenaient 900 heures de langue étrangère pour la première langue étrangère et 300 heures pour la deuxième langue étrangère. Donc, ce qui constitue presque plus d'un tiers de curricula est dispensé destiné à l'enseignement des langues. C'est comme si un petit peu comme il s'agissait un peu comme l'école des langues. Mais donc, au bout de trois, en fait, au niveau de contenu, la grammaire était en fait enseignée pour le premier semestre en bout de 3 mois. Et la partie du deuxième semestre, on enseignait, on prenait la lecture, en commençant par contes de Maupassant, de Daudet, de style légèrement, enfin moins difficile, pour aller ensuite pour la deuxième année par exemple, Rousseau, même Villiers de l'Isle-Adam était constitué une lecture de curriculum. Donc, c'était assez difficile. Hmm. Alors, et pourquoi les jeunes Japonais ont consacré autant d'heures pour l'enseignement de français, l'enseignement des langues étrangères au lycée impérial? C'est qu'à l'époque, donc avant la Deuxième Guerre mondiale, spécialisation en langues étrangères à l'université impériale. Donc, autrement dit, à l'université, on n'enseigne pas les langues étrangères. On enseignait uniquement, on s'occupait uniquement de la spécialisation des matières. Et l'enseignement de spécialité à l'université nécessitait une connaissance approfondie des langues étrangères, puisqu'au début de la mise en place de l'université au XIXe siècle, beaucoup de professeurs étaient d'origine étrangère et dispensaient des cours de spécialité en langue étrangère avec des ouvrages de référence en langue étrangère. Donc, une fois entrés à l'université, d'ailleurs, ils sont très minoritaires, il faut compétence de langue étrangère, sinon on n'arrive pas à tenir. Et donc, au XIXe siècle, au début, les professeurs étaient d'origine étrangère, britannique, français, allemand, en fonction des disciplines, et que même après le départ de ces professeurs étrangers, petit à petit, certes, la nationalisation de l'enseignement des langues supérieures est effectuée, mais il nous a manqué avant tout les livres de référence en japonais. Donc, nos prédécesseurs ont consacré beaucoup d'énergie pour traduire des ouvrages de référence et également de traduire ces terminologies pour enseigner, par exemple, le français en droit, etc., etc. Donc, on a consacré énormément de temps pour apprendre, pour l'apprentissage des langues étrangères. Entre guillemets, actuellement, au Japon, comme en France, on essaie d'introduire l'anglais comme langue de média de l'enseignement. C'est comme si, à mon avis, on retourne à l'époque précédente. Ça me paraît très curieux. On a essayé de nationaliser l'enseignement supérieur, alors que maintenant, c'est la tour de retourner dans le passé. Bon. Alors, ces langues étrangères, allemand, français, anglais, ont trouvé une utilité immédiate et une valeur fonctionnelle dans l'enseignement universitaire. Donc, mais alors, il faut s'interroger quand même s'il s'agit de l'enseignement des langues étrangères sur objectifs spécifiques ou pas. C'est très mitigé. D'un côté, on peut dire que comme la langue s'est servie à la spécialisation, on peut dire que ça, certes, ça fait partie du français spécifique, fonctionnel, etc. Mais d'autre part, il faut savoir qu'on a besoin uniquement de compétences de lecture. Lecture, c'était eux. Parce que les professeurs étaient japonais à ce moment-là, mais
l'ouvrage de référence était en langue étrangère. Donc, même si on avait certaines compétences très fortes de langue étrangère, on s'interroge s'il s'agit vraiment de français sur objectifs spécifiques, du français sur universitaire, par exemple, ce qu'on appelle de nos jours. Mais euh, cette tendance, en fait, les langues étrangères, certes fonctionnelles, mais est utile pour l'enseignement universitaire et était en quelque sorte, constitue une sorte de base pour l'enseignement base pour l'enseignement des langues au Japon. Parce que depuis lors, certes, la langue de l'enseignement a été nationalisée, mais n'empêche que même après la Deuxième Guerre mondiale, le savoir occidental s'imposait quand même. Alors, donc, objectif de l'enseignement du français au lycée impériaux avant la Deuxième Guerre mondiale, avant tout, c'était la formation de langue étrangère pour la spécialisation à l'université. Donc, et le français, quant à lui, est servi pour la faculté de droit et des lettres. Donc, bon, à cette époque-là, il n'y avait que des 7 lycées impériaux qui dispensaient les cours de français, mais la majorité des étudiants se dirigeaient vers le droit. Il y a à peu près moins de 10% des étudiants qui veulent faire entrer à la fac de lettres. Ça paraît peut-être un petit peu curieux, peut-être. Mais à la faculté de droit, il y a 3 sections: droit français, droit allemand, droit anglais. Et ceux qui font les études de français au lycée impérial, ils ont entré à la section de droit français pour étudier par la suite les droits, les lois napoléoniennes, par exemple. Mais d'autre part, comme au lycée impérial, le senteur, le volume extraordinaire est consacré à l'apprentissage du français. À ce moment-là, l'outil de travail, le matériau pédagogique, était plutôt d'ordre littéraire, bien humanité. Et ce qui a permis aux étudiants de former, avoir la formation intellectuelle. Donc, d'un côté, certes, le français a servi pour la spécialisation à l'université. D'autre part, au lycée, ils ont appris, ils sont formés plutôt en langue étrangère. Et ce qui a alimenté par la suite l'aspiration vers la civilisation française, certes. Même si ce n'était même pas possible d'aller en France. Et l'aspiration a été alimentée par la lecture de la littérature française. Donc, mais comment se fait-il que un pays complètement en fait isolé du reste du monde, en fait, même si la porte est verte, qu'on arrive, même si un pays isolé du monde peut alimenter l'aspiration vers la civilisation française. À ce niveau-là, je me souviens d'un propos lorsque j'ai discuté avec un collègue albanais à l'époque. C'est juste après l'ouverture du pays et j'ai côtoyé la chance de discuter, de passer un certain moment avec ces collègues-là. Et comme vous savez très bien, l'Albanie est un pays extrêmement fermé. Et donc, ce n'était même pas possible de sortir d'un seul pas, même avec beaucoup d'argent. Et collègues de pays disaient qu'il lisait Hugo. Et pourquoi tu as lu Hugo, même si tu n'as aucune chance de partir à l'étranger? C'était la réponse, mais était éclairant parce que il lisait Hugo comme s'il s'agissait d'une fenêtre à la liberté. Un très beau, c'est ça. Enfin, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir beaucoup. Même si les gens, enfin, je ne dis pas enfermés, mais de nos jours, mais qui n'ont pas tellement de moyens de sortir, de côtoyer avec des natifs, peuvent étudier, enfin, pour apprendre la langue étrangère pour des raisons plutôt humanitaires. Voilà. Et que, bon. Et si le français servit à la langue de droit, il faut remonter à l'époque de la création de l'État-nation.
Pour ce qui est de droit japonais, c'est la contribution de juristes français s'imposait. Émile Boissonnat de Fontarabie, un juriste, un professeur à la Sorbonne, a passé plusieurs années au Japon pour créer les droits japonais. Et il a dispensé l'enseignement du droit moderne à l'école spéciale du droit français du ministère de la Justice, qui est devenue par la suite l'université de Tokyo. Et donc, à cette époque-là, la rédaction du Code civil a été créée à partir du Code napoléonien. Donc la contribution était assez importante. Mais hmm, donc la réflexion juridique à la française a ainsi exercé une influence incontournable sur le droit civil au Japon. Mais finalement, lors de la constitution, lors de la création de la Constitution en 1889, en fait, toutes les idées d'inspiration juriste française n'ont pas été acceptées. Certes, certaines parties touchant le code droit civil ont été acceptées, mais d'autres parties ont été créées sur modèle germanique. Parce que lorsque les hommes d'État sont rendus en Europe pour voir pour étudier les éléments des droits de la Constitution, entre autres. Et il trouvait que le droit français était trop libéral, qui ne correspond pas tellement à la vocation du pays. Et alors que les droits germaniques, avec le système plus, comment dire, autoritaire, correspondraient certainement mieux à la constitution japonaise. C'est pour cela que c'était la constitution japonaise était en quelque sorte constituée dans la partie majoritaire droit germanique et avec certains éléments de droit français. Mais quand même, quand il s'agit de droit civil en français, les partis, il y a des certain nombre de partis qui ne touchaient pas, enfin, qui s'intéressent beaucoup moins les Japonais. Par exemple, la notion de la famille et la notion de la famille à la républicaine ne correspond, ne va pas de soi au Japon. Et que même, il y avait l'idée de la divorce qui n'était pas difficile à accepter aux Japonais. Donc, ce genre de partis, en fait, quelques partis à accepter, mais non pas de manière intégrale. Tôt. Et d'autre part, il ne faut pas oublier que le français a servi comme langue de militaire. Des militaires. C'est un peu, au début, ça me paraît très curieux. C'est particulièrement la langue de l'armée de terre. Les officiers japonais formés au début par leur homologue français, en français, à la création de l'armée de terre. Pourquoi? Parce que avant la une création de l'État-nation en 1868, à l'époque Edo, donc shogunat, il existait le système de shogunat, et on a eu une sorte de guerre civile entre le shogunat et le nouveau gouvernement. Et la partie du shogunat était soutenue par Napoléon III. Et que Napoléon III a envoyé des troupes, des officiers français, avec des armements, etc. Et finalement, cette partie-là, shogunat n'a pas gagné la guerre civile. Mais lors de la création d'État, euh, le nouveau gouvernement a succédé ces officiers français pour la formation des officiers japonais. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'armée française, avec l'armée allemande, était considérée la plus puissante dans le monde. Donc, donc la formation militaire était complètement confiée aux officiers français, et ce, même en français. Donc, c'était, mais et petit à petit, pourtant, l'armée de terre a certes accepté le système français, mais petit à petit, il y a un autre vague, disons, la pression des Allemands est entrée dans l'armée de terre. Et donc, certains partis a été resté, style, un petit peu le style français, mais d'autres partis a été confié à la germanique. Et alors, mais n'empêche que même l'apprentissage du français à l'école des cadets, donc c'est une école pour les jeunes garçons d'entre 13 et 16 ans qui a vocation de former les officiers par la suite. Et c'est des officiers de l'université de l'armée de terre et le français était enseigné là-bas avec l'allemand et du russe.
Donc, d'un côté, cette fois-ci, le français était, avec l'allemand, constitue une sorte de langue dont dont les armées étaient très puissantes. Mais également le russe, parce que c'était la Russie et faisait, en fait, considéré comme un pays d'ennemis. Donc, il faut d'un côté apprendre la langue des ennemis, ce qui est important, mais d'autre part, il faut apprendre la stratégie à l'européenne. Donc, si les officiers apprenaient le français, l'allemand, c'est pas pour le plaisir de la littérature, mais c'est pour le plaisir, c'est pas le plaisir, mais c'est pour étudier la stratégie à la napoléonienne, par exemple. Pourtant, chose très curieuse, dans l'école de cadets, et troisième année, donc c'était presque un cours intensif du français. Et au bout de 3 ans, c'est les élèves de 16 ans, sinon 17 ans, lisaient Voltaire. Alors, comment se fait-il qu'un l'Allemand utilise l'ouvrage de Voltaire? Et il s'agissait d'un ouvrage de Voltaire, Charles XII. C'est un ouvrage, certes, beaucoup moins connu de nos jours. C'est un ouvrage de récit, roman historique qui traite la Grande Guerre du Nord. Donc, c'était la guerre entre la Suède contre la Russie au début du XVIIIe siècle. Pourquoi on a exploité un Voltaire dans les cours de l'armée, enfin dans les cours de l'école de l'armée? C'est parce que à cette époque-là, la tension entre le Japon, en fait, la tension entre l'Allemagne et la Russie était forte. Donc, il faut, du côté de l'armée, l'état-major de l'armée de terre au Japon a pensé qu'il devait y avoir la guerre entre ces deux parties-là. Et pour cela, il faut étudier d'avance la manière dont ces deux parties travaillent, combattent. Et pour cela, l'ouvrage de Voltaire, Charles XII, présenterait un modèle à étudier. C'était comment les Suédois ont travaillé avec les Russes. Voilà, donc c'est une raison pour laquelle les Japonais ont étudié la guerre, en fait, la guerre entre les Suédois et les Russes. Donc, mais c'est très curieux de savoir si la littérature française peut se servir à la formation des militaires. Alors que personne, en fait, à ma connaissance, moi-même, je n'ai jamais pensé que ce genre de contribution, entre guillemets, de la France, de la littérature française, pour renforcer, pour des raisons purement stratégiques. Euh, donc, et maintenant, je vais passer euh, l'enseignement des langues étrangères après la guerre. Allez, tenez. Attends. Oui, après la Deuxième Guerre mondiale, le système éducatif est complètement changé à l'américaine. Donc, avant la guerre, l'enseignement était obligatoire jusqu'à l'école. Mais à partir de la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, l'enseignement du collège était également devenu obligatoire, donc à l'âge de 15 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Il manquait avant tout, il manquait des professeurs aussi bien que certainement et que euh, avant la guerre, le système éducatif est complètement imprégné de l'idéologie du militarisme. Donc, les Américains ont demandé d'enlever ces parties idéologiques pour mieux monter la démocratisation de l'école. Et pour cela, il faut que les matières enseignées soient moins idéologiques et plus pragmatiques, plus utilitaires. Alors, le problème se pose pour l'enseignement des langues étrangères, c'est que comment se fait-il qu'on peut trouver l'objectif concret, utilitaire? Au Japon, il n'y a pas d'étrangers avec qui on peut discuter en langue étrangère, sauf l'anglais, hein. Parce que au Japon, jusqu'en 1951, le pays était occupé par les Alliés, les Américains en principe. Donc, dans les grandes villes, il y avait des Américains. Donc, les populations avaient l'occasion de parler la langue, parler le soldats américain. Alors que dans le Japon profond, il n'y a pas d'Américains. Alors, donc, la population rurale n'était pas convaincue d'enseigner les langues étrangères à l'école, au collège.
Alors, donc, ils préféraient d'enseigner la commerce, par exemple, etc., etc. Donc, matière plus pratique qui peut servir à la vie quotidienne. Et donc, c'était. euh, et ensuite, il y a un problème, un manque de professeurs, pénurie des professeurs. Les professeurs de langue du lycée, de l'Ancien Régime, ont trouvé des postes dans les universités nouvellement créées à partir de 1949. Et la majorité des professeurs de langue des collèges de l'Ancien Régime ont été mutés également dans les lycées du Nouveau Régime, de sorte qu'il manquait des professeurs de langue, même pour l'anglais. Donc, tout est calé, en fait. Les profs de lycée commencent à travailler dans l'université et de professeurs de collège travaillaient au lycée, etc. Donc, à ce moment-là, il n'y avait pas de professeurs au niveau du collège. Donc, on ne peut pas, hein, en fait, enseigner l'anglais même au collège. Et l'enseignement de l'anglais est finalement obligatoire. Vous vous rendez compte, c'est à partir de 91. Donc, c'était en fait, juste 30, à peu près à peu près 30 ans avant. Donc, bien sûr, avant le 91, l'enseignement de l'anglais au collège était effectué, certes, mais non pas de manière obligatoire, même si la majorité des Japonais apprenaient l'anglais. Mais le problème, en fait, sur le plan dès le départ, consistait à savoir si on peut trouver l'utilité de l'enseignement des langues ou pas. Ce qui me semble assez important. Au début, donc, on ne peut pas trouver l'argument nécessaire à convaincre la population. Une pénurie de professeurs, comme j'en ai parlé, et la formation des professeurs exige la mise en place de facultés d'éducation, d'autant plus que le pays dispose de peu de moyens financiers après la guerre. On était très pauvres. D'où résulte la mise en place d'un enseignement des langues optionnelles, ce qui permet de gérer la pénurie d'enseignants qualifiés. Le collège public était financé à la fois par l'État et les collectivités locales, et le gouvernement n'avait pas les moyens financiers pour améliorer la situation dans les médias, les collectivités locales encore moins. Donc, en tout cas, le pays, il n'avait pas suffisamment d'argent, il n'y a pas suffisamment de professeurs qualifiés, donc il faudrait promouvoir avant tout l'enseignement et l'éducation jusqu'au collège sur le plan national. Donc, l'enjeu était là. Et alors, les Français. Ces deux langues, allemand et français, disposaient effectivement de beaucoup de moins de ressources humaines, aussi bien que d'intérêts immédiats pour la vie quotidienne. Et donc, l'éducation doit être plus pragmatique et moins idéologique. Quelques lycées privés, confessionnels, beaucoup, dispensaient des cours de langue autres que l'anglais, mais c'était très peu. Donc, de nos jours, vous vous posez la question pourquoi au Japon, on apprend que l'anglais. Mais sur le plan historique, c'est évident. Il y a l'histoire et de l'histoire qui fait qu'on apprend que l'anglais pour des raisons économiques, historiques. Donc, en Europe, quand il s'agit de l'enseignement des langues étrangères, deux langues, à part la langue première, était en ordre de jour depuis 2002, je crois. Mais donc, de ce point de vue-là, si les Japonais n'apprennent que l'anglais, ça va paraître un peu curieux. Mais il y a quand même des raisons assez historiques. Alors, pour ce qui est de la création de l'université de nouveau régime, tout a été en fait, supprimé une fois et on a créé de nouveau l'université de nouveau régime en 47. Alors là, d'où commence le système éducatif de nos jours. Et tous les étudiants apprennent deux langues étrangères en première année et deuxième année à raison de 3 heures par semaine pendant 2 ans, contrairement à l'université impériale avant la guerre. Donc, avant la guerre, l'enseignement des langues n'était pas dispensé à l'université, mais après la guerre, c'est la tour de l'université qui s'occupe de l'enseignement des langues. Mais sur le plan beaucoup moins importante en termes de volume d'heures. Et théoriquement, l'apprentissage des langues étrangères se servirait à la spécialisation en troisième et quatrième année. Donc, l'idée n'était pas loin de ce qu'on a vécu avant la Deuxième Guerre mondiale.
En quelque sorte, avant la Deuxième Guerre mondiale, l'enseignement des langues étrangères au lycée se servait à la spécialisation de l'université, alors que après la Deuxième Guerre mondiale, l'enseignement des langues étrangères aux premières années, deuxième année, se servirait à la spécialisation en troisième et quatrième année. Bon. Et théoriquement, ce régime linguistique dure jusqu'en 1991. Mais en réalité, en fonction de la démocratisation des étudiants de l'université, qui accueille de plus en plus les jeunes, actuellement au Japon, il y a à peu près 700 universités. Donc par rapport en France, c'est très nombreux. Mais à cause de la diminution démographique, donc, on a vu dernièrement, même à Kyoto, deux universités de jeunes filles qui ont fermé la porte. Vous vous rendez compte, l'université donne faillite. Bon, c'est un futur un peu inimaginable, mais comme on, pas, il s'agissait de l'université privée qui n'arrive pas à remplir les effectifs. Donc, sur le plan de gestion, ils sont obligés à fermer la porte. C'est triste, bon. Mais, mais ce régime linguistique dure jusqu'en 91. Par exemple, ah oui, et par exemple, l'université de Kyoto où je travaille, on donne il y a cours de langue étrangère, français, allemand, chinois, coréen, italien, russe, arabe, oui, espagnol. Donc, il y a 8 langues étrangères sont dispensées. Mais c'est un cas très rare. Dans beaucoup de cas, en fait, on a le droit de créer des cours de langue autre que français et allemand, mais dans beaucoup de cas, on se contente de travailler en français, ou bien français un peu moins, donc chinois, coréen, allemand par exemple. Et en 1991, le décret de déréglementation des curricula s'est imposé dans la perspective d'une politique néolibérale, sous prétexte que les universités disposeraient de plus de liberté pour constituer le curricula de façon à mieux répondre aux attentes de la société civile. Donc, c'était en fait une sorte de réforme imposée par les politiques et que théoriquement, c'est un pas de plus vers l'autonomisation, on disait à l'époque, mais finalement, c'était le cas inverse. Et avant, donc, c'était le ministère de l'Éducation nationale qui imposait le programme, le curricula de toutes les universités. Donc, le nombre de cours sont déterminés de façon qu'il faut respecter à ces heures-là. Alors qu'à partir de 91, chaque université a le droit de monter son propre curricula. Donc, quelques universités préfèrent insister sur l'enseignement de l'anglais, etc., etc. Et le résultat, c'était clair, réduction des cours de langue autres que l'anglais. Donc, on est obligé en fait, après le départ des professeurs, après le départ des professeurs en retraite, à ce moment-là, on ne remplace que, par exemple, professeur d'anglais. Ou bien c'est en raison de la diminution des étudiants, on ne remplace plus. Donc, avant, c'était la poste de professeur était, je ne dis pas automatique, mais quand même, c'était gardé de manière à continuer le même curriculum. Alors que après la 91, c'est changé petit à petit et que le programme enfin, concentre de plus en plus vers l'anglais. Maintenant, donc, on va passer à cette présence des étrangers, enfin l'histoire de nos jeux. Si j'insiste sur ces statistiques, c'est parce que il faut s'interroger sur l'utilité des Français, enfin l'utilité des langues étrangères, et aussi également parce que quand il s'agit de langues étrangères, en principe, on a la tendance de réfléchir sur l'utilité des langues étrangères, parce que si on ne sait pas si on n'a pas l'occasion de parler, à quoi ça sert? Alors, d'abord, j'aimerais attirer votre attention sur le nombre des étrangers au Japon. Donc, c'était ici, quand je dis des étrangers, c'est uniquement des ressortissants étrangers, donc résidents, hein. Et le gouvernement japonais, à la différence du gouvernement français, n'admet pas le terme immigré. Donc, l'immigration n'existe pas. On reçoit uniquement des travailleurs étrangers. C'était un discours c'est trop problématique.
Et à peu près, nous avons donc 367 000 par rapport à la population, donc c'est 3,2%. Donc par rapport à l'Europe, c'est vraiment, vraiment très peu, très peu. Mais depuis un an, enfin, depuis un an à peu près, le problème, en fait, le problème est de la xénophobie est devenu un enjeu politique. Enfin, avec le pourcentage très basse de présence des étrangers. Enfin, peut-être vous demanderez à quoi ça sert de discuter à si peu de temps, à si peu de chiffres. Mais c'est ici comme ailleurs, l'immigration, l'enjeu de l'immigration est un sujet avant tout politique pour camoufler des autres enjeux importants. Donc, au Japon, depuis 30 ans, l'économie japonaise marche très mal. Il n'y a aucun en fait, développement économique. Le salaire n'augmente pas depuis 30 ans. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. Et alors que si le salaire n'augmente pas, les taxes augmentent d'année en année. Donc, on est devenu très pauvre. D'autant plus qu'actuellement, là, à cause de la dévalorisation du yen, et ça devient à peu près moitié par rapport à l'époque avant la Covid. Donc, vous, les Européens, vous avez l'avantage de venir au Japon. Vous êtes bienvenus. Vous pouvez profiter de votre voyage de manière plus agréable. Et alors, donc, donc 3%, 2%, 3,2% des présences des immigrés, enfin des étrangers. Et alors, qu'est-ce qu'ils sont, d'où viennent-ils? Alors, ressortissants étrangers de par pays, chinois, vietnamiens, coréens, philippins, népalais, brésiliens, indonésiens, Myanmar, Taïwan. Et pour les Français, il n'y a que 15 000. Non, ah oui, c'est ça. 15 000 Français. Donc c'est très peu nombreux. Et vous vous rendez compte, donc vous avez donc ici un certain nombre de pays d'origine d'Asie, n'est-ce pas? Mais à côté, vous avez un pays comme le Brésil qui vous semble un peu curieux. Parce que le Japon, à l'époque, avant la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'aux années 50, était un pays d'émigration. C'est un pays très pauvre. Donc, les jeunes, en fait, moins jeunes, sont partis à l'étranger, comme à l'Amérique latine, aux États-Unis, en Australie, etc., dans le monde. Et même, il y a un certain nombre de Japonais, avant la Deuxième Guerre mondiale, qui sont partis à la Nouvelle-Calédonie pour chercher, pour le travail de nickel. Et pour ce qui est des Brésiliens, donc il y a un certain nombre des Japonais qui sont partis là-bas, mais à partir des années 80, à cause de la crise économique, ces Brésiliens d'origine japonaise commencent à retourner au pays pour des raisons purement économiques. Et le gouvernement japonais a accepté de recevoir en disant qu'il s'agit de Brésiliens, mais d'origine japonaise qui partagent le sang, la relation sanguine. Donc, effectivement, ils ont la physionomie japonaise, mais ne parlent même pas d'un mot de japonais. Mais donc, ils ont imaginé, au moins les gouvernements à l'époque, que ça doit être possible de les accueillir, de, capables, ils pouvaient s'assimiler en quelque sorte dans la société japonaise. Non, loin de ça. Bien. Donc, c'est pour cela qu'on a reçu les Brésiliens, les Péruviens, les Boliviens, etc. Donc, même, donc, ils travaillent en particulier dans les usines de voitures, donc enfin, d'autres industriels que les Japonais n'osent pas. Mais depuis, donc, ils sont entrés, ils ont commencé à s'installer à partir des années, de la fin des années 90, 80. Et donc, c'est déjà 30 ans que nous avons le problème des enfants, non, non, des enfants. Parce que des fois, ils sont venus en famille, en fait, tout seuls, ou bien ils sont mariés avec sa femme, mais au Japon, ils ont donné d'enfants, par exemple. Alors, qu'est-ce que, ben, ça se rapporte plus ou moins au problème de la France. Parce que ces enfants, à la différence de l'Europe, la constitution japonaise n'admet l'éducation qu'à la nationalité japonaise. Donc, ces enfants d'origine brésilienne peuvent aller à l'école, mais sans avoir le soutien linguistique ni culturel. Donc, si les collectivités locales
disposer le moyen de les soutenir, tant mieux. Mais sinon, on laisse tomber. Alors là, c'est donc ce genre de problème d'accueil des enfants d'immigrés brésiliens, etc., philippins, etc., pose beaucoup de questions, beaucoup de problèmes, effectivement. Et que, pour l'instant, le gouvernement n'envisage pas tellement les mesures nécessaires à soutenir. Enfin, on laisse travailler la bénévole, bonne volonté des gens, des Japonais. La situation n'est pas évidente. Ensuite, on va passer touristes étrangers. Alors, depuis à peu près 10 ans que le Japon commence à recevoir beaucoup de touristes étrangers. Et voici le chiffre en fait assez intéressant. Chine, Taïwan, Corée, États-Unis, Hong Kong, Australie, Thaï, Vietnam, Philippines, et anglais, Singapour, Canada, Malaisie, Indonésie et la France à l'Allemagne. Donc principalement les touristes étrangers viennent de l'Asie en principe, hein. Mais pas mal, un certain nombre des gens, Australie, on peut dire c'est le pays plus ou moins voisin. Donc et il y a pas mal d'Australiens qui viennent faire du ski au nord du Japon. Mais vous voyez donc ici il n'y a pas tellement des populations francophones. D'où on peut se demander si on peut travailler sur le français de tourisme, par exemple. C'est, c'est difficile à imaginer. Alors, cette fois-ci, ensuite, on va passer le chiffre d'étudiants étrangers en France. C'était le chiffre qui montait je crois que c'est il y a 2 ans, 2 ans. Et alors, voilà le chiffre des étudiants étrangers en France, et les Japonais ne figurent pas. Il ne figure pas parce que je ne sais pas si à Port-Valéry, vous avez des camarades japonais ou pas, mais très peu, hein. C'est vraiment, c'est pour des raisons avant économiques. Avant le Covid et beaucoup avant, les Japonais on voyageait beaucoup et on avait le moyen de partir, de sortir, étudier à l'étranger. Maintenant, c'est à cause de la chute économique, on ne peut plus. Ce n'est pas parce que les jeunes ne veulent pas partir à l'étranger, mais c'est pour des raisons purement et simplement économiques. Et voilà, donc c'est... Alors là, ce qui pose le problème, par exemple, de l'enseignement du français, parce qu'avant, la mobilité des étudiants, si les étudiants apprennent le français, c'est avant tout pour faire le voyage, eh bien pour faire un séjour linguistique de court terme. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Même si on travaille, on fait un petit travail d'à côté, on n'arrive pas à trouver de l'argent pour aller voyager pour un mois. Et donc, le séjour linguistique n'est plus en fait à l'ordre du jour. Ça devient très compliqué. Et que d'un autre côté, il n'y a pas tellement de francophones au Japon. Comment on arrive à convaincre les étudiants d'apprendre les langues? Ça, ce problème me pose deux jours. Et alors, étudiants japonais à l'étranger. Alors, où vont partir parmi les peu qui sont partis à l'étranger? États-Unis, Taïwan, Chine, Angleterre, Australie, Corée, Allemagne, Canada, Brésil et la France, 10e position, qui actuellement compte 900. Donc, c'est sur le plan national, hein, c'est très peu, hein, je dirais. J'ai l'impression. Donc, c'est y compris les étudiants qui viennent ici pour apprendre la langue. Donc, il y a pas mal d'apprennent qui fréquentent l'école de langue. Donc, il y a très peu qui viennent à la faculté, je crois. Et voilà, donc c'est la mobilité internationale marche difficilement. Et le tourisme marche difficilement pour les Japonais. Et donc, c'est tout cela relève l'histoire comment on arrive à expliquer ce genre en fait, ce régime, ce système économique qui a marché mal? Avant la donc, Deuxième Guerre, enfin, avant la 1911, 1971, il existait un régime de ce qu'on appelle change flottant. Donc, un dollar était égal à 300, 600 yens, un dollar. Alors que après les accords de Plaza en 1980, donc c'est un peu l'histoire économique, hein, 85,
l'accord entre les pays de change signalé parmi les pays, parmi les États-Unis, Japon, l'Allemagne de l'Ouest et le Royaume-Uni et la France. À partir de ce moment-là, hausse de yen commence et 1 dollar égale 151, etc., etc. Et, comme l'économie japonaise était en grande expansion à l'époque, et avec grâce à en fait, dévalorisation de yen par rapport au dollar, le voyage à l'étranger, la mobilité internationale était vraiment en grand développement, en grande expansion à partir de la fin des années 80. Donc, si on voit que le chiffre, en fait, taux de change par rapport au dollar, c'est à peu près, maintenant, c'est à 1 dollar, c'est 151. Donc, c'est à peu près pareil, mais c'est à cause de la diminution, enfin, développement moins important de l'économie, les gens n'arrivent pas à sortir. Alors, et donc, évolution du yen par rapport au dollar, c'est assez spectaculaire. Donc, à l'époque, avant la deuxième, avant la 1062, 71, ça coûtait trop cher. Donc, les Japonais ne peuvent pas partir parce que la vie à l'étranger coûtait trop cher. Alors que ça diminuait, diminuait, diminuait. Donc, c'est à partir, en fait, dans ces dernières années, certes, le taux de dollar est beaucoup plus bas. Alors, maintenant, et on va voir également l'histoire de l'évolution de voyage à l'étranger. Comment c'est que le Japon a eu l'indépendance en 51 et à partir de ce moment-là, le voyage, jusqu'aux années 59, le voyage à l'étranger était limité. Les individus ne peuvent pas voyager librement. Et libéralisation de voyage à l'étranger ça commence à partir de 64, mais toujours en voyage organisé. Et puis, ah oui, et alors, à cette époque-là, c'était uniquement le système de boursiers des gouvernements qui ont permis aux jeunes de partir à l'étranger. Donc, vous avez le gouvernement américain, français, britannique, allemand, qui ont tour à tour lancé la bourse aux étudiants japonais également. Mais donc, il y en a ceux qui ont bénéficié de ces bourses, ils peuvent partir, mais c'était un cas très exceptionnel, donc c'était un cas très, très limité. Alors, bien sûr, à côté de ces bourses gouvernementaux, il y a aussi des bourses semi-publiques pour la France, pour partir à la France, etc. Donc, il y a le concours d'éloquence, dont le prix était le billet d'avion, etc., etc. Mais à part la mobilité, soutenue par les bourses publiques ou bien publiques, était moins importante à partir des années 80. Donc, le Japon, à cause de la grâce à la dévalorisation du yen et aussi d'expansion économique, les jeunes et de moins jeunes peuvent voyager à l'étranger. Donc, à ce moment-là, donc l'enseignement du français était censé sur l'utilité fonctionnelle du tourisme, par exemple. Ça marchait, ça attirait, certes. Donc, si on apprend le français, tu peux partir en France, puis visiter le pays, bien faire ses études dans des centres de langue, etc. Donc, ce genre de disque marchait. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et après le Covid, la mobilité est réduite à cause de la dévalorisation du yen et la stagnation économique. Voilà, c'est des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à trouver l'argument nécessaire à convaincre nos étudiants. Alors maintenant, on va passer à notre problème de la difficulté au niveau de langue. Vous avez ici un tableau construit, monté par l'Institut américain du service en fait, extérieur. Donc, il s'agissait ministère des Affaires étrangères aux États-Unis qui a monté ce tableau pour mettre en valeur la difficulté des langues pour les Américains. Donc, c'était un chiffre monté en quelque sorte pour le diplomate américain qui veut partir à l'étranger et que pour cela, le ministère a essayé de compter, calculer en gros leur volume d'heures nécessaires à l'apprentissage de langue. Alors, pour les Américains, donc, ils ont déjà les élèves, les diplomates, ont la compétence cognitive très forte et de motivation très forte. Pour apprendre le français, donc il suffit d'apprendre, de passer 600 heures. Donc, moins d'un, donc c'est à peu près peut-être 6 mois peut-être.
Alors, allemand, c'est 750 heures, indonésien, 900 heures, grec, russe, polonais, vietnamien, etc., 1100 heures. Et le japonais, arabe, chinois, japonais, coréen, 2200 heures. Vous vous rendez compte, là, ça représente la distance des langues par rapport à l'anglais. Donc, si un Américain doit passer donc 200 heures, veut dire à peu près les diplômes américains arrivent à maîtriser le japonais pour des enfants professionnels, au bout de plus de 88 semaines, plus de 2200 heures, donc 2 ans de l'apprentissage. Il faut passer 2 ans pour un cours intensif, à peu près 10 heures de plus de 10 heures, non, 15 heures de cours par semaine. Vraiment, on ne fait que ça. Donc, il faut passer énormément de temps. Pour les Américains, ce n'est pas parce que les Américains n'ont pas fort en langue étrangère, c'est parce qu'il y a la distance importante, la langue. Donc, si je dis en fait, à mes collègues japonais, surtout aux profs de japonais, professeurs japonais d'anglais, que les japonais, pour les japonais, la langue est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. C'est une langue très difficile. Mais beaucoup disent que c'est une langue internationale ou qui parlait dans tout le monde. Bon, c'est pas vrai. Il faut voir la distance des langues. Donc, par exemple, distance des langues peut de ressemblance sur le plan grammaire, de vocabulaire, syntaxe, etc. Et aussi, pour ce qui est du français, la difficulté de la prononciation. 16 voyelles en français contre 5 voyelles en japonais. Et on a vu que l'utilité du français est très réduite. Donc, si, enfin, malheureusement, le ministère japonais n'ont pas, de son côté, établi ce genre de tableau pour mesurer la distance de langue, mais on peut quand même imaginer de manière inverse la distance, la difficulté des Japonais vis-à-vis de langues européennes. Donc, pour le français, ce n'est pas toujours évident. Oui. Bon, ensuite, je peux parler encore un petit peu, ça va? D'accord. Et donc, donc, je vais parler un petit peu de l'aspect didactique, pédagogique de l'enseignement. Alors, pour ce qui est de l'enseignement du français, au niveau de la méthodologie, grammaire, traduction, depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours, plus ou moins. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, la méthodologie grammaire-traduction est mal vue, bien critiquée, de manière à ce que ça ne sert à rien. Ça, bon, c'est vrai. Mais quand même, avec si peu de volume d'heures, au Japon, comme il n'y a que des fois, encore réduit. Donc, à ce moment-là, si on n'a que très peu de volume d'heures, et que j'estime que cette méthodologie ne perd pas encore entièrement les valeurs. Et SGAV, vous connaissez, hein, cela ça a été pratiqué dans quelques établissements dans les universités dans les années 70, mais ça ne marchait pas. Et l'approche communicative, quant à elle, importée dans les années 80 et pratiquée de manière sporadique. Donc, si vous demandez quels sont les courants pédagogiques, didactiques, le plus important au Japon, c'est un peu mélangé. Donc, d'un côté, il y a certaines parties, euh, plus ou moins de grammaire, traduction, mais d'autres parties, il y a le côté plus communicatif, certes. Donc, c'est un petit peu, comment dirais-je, la méthode éclectique, en quelque sorte. Mais quand même, le développement de l'approche communicative a été effectué de manière sporadique à partir des années 70 et la publication de manuels inspirés de l'approche communicative à partir de 1985 au Japon. Donc, c'était lancé, mais ça n'a pas gagné tout le public parce que, avant tout, le volume d'heures est très réduit et que si on applique l'approche communicative, à ce moment-là, on peut aboutir à un niveau très basique, très, très élémentaire. On y peut, c'est normal. On ne peut pas aller trop loin. Donc, je répète, volume d'horaire trop réduit, entre 22h50, un cours de 90 minutes, une fois par semaine, pour un semestre. Vous vous rendez compte, vraiment, c'est une initiation à la langue française. Donc, ce n'est même pas, on ne peut même pas qu'il s'agit d'un cours de langue. C'est une initiation. Bon, et dans le meilleur des cas, 180 heures
un cours de 90 minutes 2 fois par semaine pour 2 ans. Donc, ce n'est pas du tout beaucoup. Ça ne permet pas d'acquérir, dans le meilleur des cas, A1 maximum. Et comme d'un côté, si les cours sont dispensés, le professeur français qui s'occupe plus ou moins de la communication, et d'autre part, il y a un professeur japonais qui s'occupe plus ou moins de la grammaire. Donc, ce genre de tandem linguistique est effectué dans le meilleur des cas. Donc, s'il n'y a que surtout dans la province, on n'a pas tellement de natifs. Donc, c'est dans beaucoup de cas, on enseigne, l'enseignement est occupé uniquement par les professeurs japonais. Et l'université de Kyoto où je travaille, c'est un cas un peu exceptionnel. Donc, c'est tous les cours, tous les étudiants, enfin, à suivre les cours à la fois professeurs japonais et français. Donc, c'est un peu exceptionnel dans beaucoup de cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Et au niveau de la taille de classe, c'est entre 25 et 35, même plus. Donc, on est obligé à, en fait, parler de la grande classe. Ce n'est pas comme l'Afrique, mais c'est quand même la grande classe qu'on ne voit pas dans l'école de langue en France. Et pour ce qui est de la didactique, enfin, didactique de langue, il ne faut pas se passer de CECR. Et ça a été traduit en 2004 et 3 projets est inspiré du CECR, mais en faveur du japonais aussi bien que pour l'anglais. Donc le français est très limité, il faut dire très limité. Des fois, il y a des manuels intègrent des niveaux de compétences. Bon, alors A1, A2, mais la majorité des cas, c'est 1. Et l'approche actionnelle, moins bien exploitée. Parce que nous avons constaté qu'il y a très peu d'endroits où on peut pratiquer la langue. C'est pour ça que, en fait, si on voulait bien promouvoir l'approche actionnelle, ça n'arrive pas, on n'arrive pas. Et de plus, la promotion du plurilinguisme, c'est quand même limité. C'est vrai que l'idée du plurilinguisme a fait une sorte, en quelque sorte, plus ou moins réussi pour justifier l'enseignement des langues autres que l'anglais. Donc, pour préserver le statut de l'enseignement du français, bien l'allemand, les orateurs, y compris moi-même, ont fait les promotions du plurilinguisme pour justifier justement de... Mais ça ne va pas très loin. Parce que avec mes étudiantes, on a fait essayer de promouvoir le réveil aux langues, par exemple, mais ça donne peu d'impact pour l'instant. On va terminer. Peut-être c'est déjà l'heure. Et alors, qu'est-ce que les professeurs, dans cette conjoncture plus difficile, plus ou moins difficile, qu'est-ce qui continue à parler, de s'intéresser? Bon, les uns s'intéressent toujours au manque de motivation des étudiants, certes, mais à mon avis, c'est un peu difficile à demander. Il ne faut pas demander trop. Parce que si les étudiants, il n'y a pas de motivation, ils ne sont pas tellement motivés à l'apprentissage de français, parce qu'ils ne trouvent pas l'utilité immédiate. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut dire? Enfin, les gens disent que il faut voir, il faut promouvoir le tourisme, mais ça dépasse notre compétence de prof de langue. Donc, à mon avis, quand même, il faudrait approfondir l'aspect interculturel, par exemple, à travers l'apprentissage des langues étrangères, en particulier autres que l'anglais. On peut approfondir l'idée de l'interculturel. Eh bien, on peut voir l'altérité, on peut voir l'autre dans l'enseignement des langues, même s'il n'y a pas, même si on ne trouve pas l'intérêt immédiat, l'intérêt fonctionnel. C'est une idée, entre autres, mais que je voulais bien insister. Il y a d'autres collègues qui s'intéressent à l'exploitation de l'IA, bien d'autres s'intéressent à activités ludiques, etc., etc. Donc c'est un peu, donc c'est un peu très éparpillé, donc très différent. Mais il n'y a pas tellement de courant d'idées dominants qui orientent l'enseignement du français au Japon pour l'instant. C'est ma perspective, certes personnelle, mais de mon expérience, en fait, je ne peux pas donner la recette capable de résoudre tout d'un coup comme un bâton de mage. Et voilà, donc j'ai déjà parlé un petit peu d'une heure, donc je vais terminer pour répondre à vos questions. Merci beaucoup.